7h45 sur BFM Business et sur RMC Live. Notre invitée ce matin, c'est Anne Bouvreau. Bonjour, vous êtes la coprésidente du Conseil français de l'intelligence artificielle et du numérique. On est pile un an après le sommet de l'IA. Le prochain grand rendez-vous, ça sera à New Delhi, les 19 et 20 février. Aujourd'hui, à l'université PSL et l'Institut Polytechnique de Paris avec HEC, il y a une sorte de grand raout, un événement IA baptisé l'IA à Paris. Un an après le sommet Construire l'avenir, il y a tout un tas de chercheurs. Un an après, quand vous regardez un peu dans le rétro, Anne Bouvreau, est-ce que vous vous dites qu'on a avancé, qu'on a des réalisations concrètes, des investissements qui se sont réalisés? Est-ce que vous trouvez qu'un an après, on a vraiment avancé? Alors oui, moi je trouve qu'on a vraiment avancé depuis un an. Alors bien sûr pas dans tous les domaines et on ne peut pas se comparer à ce que font les États-Unis, mais en termes d'investissement dans les centres de données, c'est vraiment ce qui a été l'investissement majeur en France en 2025, 67 milliards sur 125 milliards avec des projets concrets qui se déploient grâce au fait qu'on ait les arrivées de câbles sous-marins, qu'on ait de l'électricité décarbonée, excédentaire. Notre position géographique et le nucléaire. Oui, et les renouvelables. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. On a aussi tout un tas de nouvelles startups qui se sont lancées. On est ravis d'avoir Helsing qui a fait une nouvelle levée de fonds, Mistral qui a fait aussi une très belle levée de fonds avec ASML. Mais on a la startup de Yann Lequin, Amilabs. On a Gradium sur l'IA vocale qui est une spin-off de QTI. On a Uma qui est dans la robotique qui est une spin-off de Hugging Labs. Donc on a un certain nombre à la fois de valorisation de startups existantes et de nouvelles. Et puis on a avancé, c'est des choses qu'on portera en Inde, sur la coalition pour une IA durable, pour prendre en compte les aspects environnementaux de l'IA, et puis sur l'IA d'intérêt général avec Current AI. Donc sur les grands marqueurs du sommet, on a vu effectivement un certain nombre d'avancées et on va en parler aujourd'hui donc au Collège de France et demain à Station F. 600 milliards de dollars annoncés d'investissement rien que par 4 GAFA la semaine dernière sur l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que vous dites? Il ne faut pas se laisser impressionner. Le montant est colossal. Est-ce que ça vous dit qu'on va avoir du mal parce qu'on n'arrivera jamais à atteindre ces mêmes montants? Est-ce qu'il faut se spécialiser? Comment vous regardez ça? Alors bien sûr, c'est un côté, on vous montre, nous les Américains, qu'on est très fort. Il y a un discours à la fois de volontariste, mais aussi qui a pour vocation à impressionner les autres et à faire en sorte qu'on n'ait pas envie de faire grand-chose. Donc faut surtout pas se dire qu'il ne faut rien faire. Bien sûr, on n'a pas les mêmes montants d'investissement, mais les 67 milliards de la France, il faut mettre ça à l'échelle européenne. Et il faut aussi se dire qu'on a quelque chose qui est clé, c'est des talents. Et donc les nouvelles startups qu'on lance, les équipes de recherche qu'on a, qu'il faut qu'on développe de manière plus large et puis vraiment à ce que j'appelle la frontière. Ouais, vous parlez d'une IA de frontière. Oui, alors l'IA de frontière, ça veut dire, c'est un peu comme la frontière américaine, c'est qu'est-ce qu'on n'a pas encore découvert, qu'est-ce qu'on est en train de percevoir peut-être en IA aujourd'hui, mais qu'on n'a pas encore découvert, qui n'est pas encore en train de faire des startups et qui pourra permettre de faire les innovations de demain. Ça, c'est donc plus la recherche que le business, si je comprends bien. Donc c'est la recherche, mais c'est la recherche avec une vocation ensuite d'aller faire des startups et du business. C'est un peu ce que les GAFAM faisaient avant, DeepMind, OpenAI, ils le font encore, mais ils le font moins parce qu'ils sont vraiment sur une pression à la rentabilité. Et ça, on a des talents en Europe, on a des talents qui sont aux États-Unis qui pourraient revenir. Et je pense qu'il faut qu'on lance un labo peut-être sur plusieurs pays d'IA de frontière pour être là quand on aura les prochains domaines et être là parmi les premiers pour les développer. Ça veut dire qu'il ne faut pas chercher aujourd'hui, nous Européens, à être en compétition directe avec les Américains dans ce qu'ils ont déjà développé, dans les LLM qui sont déjà dans le marché. Il faut aller sur autre chose? Alors il faut aller sur autre chose, il faut bien sûr continuer à être au même niveau qu'eux autant que possible, mais on n'arrivera jamais à avoir les 600 milliards toutes les semaines. Donc là-dessus, il faut faire de l'open source, il faut développer des modèles plus efficaces, plus frugaux.
On le fait bien en France, en Europe, dans quelques autres pays. Mais pour vraiment espérer un jour peut-être dépasser ou arriver dans un domaine connexe ou un petit peu différent où on puisse être à égalité, il faut faire de la recherche. Et c'est pour ça que je suis ravie qu'il y ait cet événement au Collège de France cet après-midi, parce que ça va être l'excellence de la recherche française qui va être mise en évidence, et il faut le faire à l'échelon européen aussi. Et pour vous, le combat, il n'est pas seulement business et économique, il est aussi culturel, philosophique. On a besoin d'intelligence européenne, d'intelligence artificielle européenne, parce que quand on interroge un modèle qui est chinois ou américain, on a des réponses pour les Chinois ou les Américains. Et là, on perd la bataille culturelle. Très clairement. Ça, c'est vraiment très clair. On le voit sur les IA chinoises. On ne peut pas leur poser de questions politiques sur la politique en Chine, mais on imagine ce que ça peut donner si c'est ce qu'on a ici. On le voit avec Grok et avec les dérives absolument scandaleuses qu'on a vues à la fois sur des sujets historiques ou sur le fait de dénuder des jeunes filles et des jeunes garçons. Enfin, c'est bien sûr qu'on a besoin de modèles d'IA qui soient plus ce qu'on souhaite, nous, comme société. Ouais. Sur les questions d'emploi, il y a évidemment une crainte qui est justifiée en partie, mais on a aussi beaucoup d'entreprises qui aujourd'hui annoncent faire des plans de licenciement parce qu'ils se réorganisent en raison de l'intelligence artificielle. Tout est mis dans un grand sac d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, quelle est votre vision sur le bouleversement du marché de l'emploi ? Alors, il y a un vrai bouleversement qui se prépare, mais qui est plus une transformation. Donc, ça change la plus grande partie des métiers. C'est le travail qu'on avait fait avec Philippe Aghion au moment de la commission IA. On regarde aujourd'hui avec le Conseil de l'IA et du numérique les agents IA, en quoi les agents IA vont rendre plus facile le fait de réorganiser un service au sein d'une entreprise, ou la manière dont les gens travaillent ensemble, y compris avec leurs fournisseurs et leurs clients. Bien sûr qu'il y a des changements majeurs, et bien sûr qu'il y a des métiers qui sont beaucoup plus à risque. Mais vous le disiez aussi, c'est aussi un peu facile aujourd'hui, quand on est face à un problème stratégique ou concurrentiel, de dire « Ah, mais c'est à cause de l'IA ». C'est à cause de l'IA. Bon, ben, c'est pas toujours la faute à l'IA. Ouais. Plus on utilise l'IA aujourd'hui, plus parfois on en a peur. Il y a une sorte de dichotomie entre les deux. Vous travaillez sur une IA éthique. Qu'est-ce que vous voulez dire à ceux qui aujourd'hui s'approprient les outils ? Mais d'abord, je pense qu'il faut se les approprier. Vous avez le bon mot, il faut comprendre ce que c'est et ce que ça n'est pas. Parce qu'en fait, c'est quand on regarde notamment dans son domaine de compétences, si vous regardez dans le vôtre, vous voyez que ça peut vous aider. Vous voyez aussi que ça ne va pas vous remplacer demain matin, hein, parce que les questions que vous avez réfléchies, que vous improvisez, et chacun dans son métier, on a ce côté très humain. Ce qu'il faut, c'est, et je le dis aussi pour les parents qui se demandent ce que leurs enfants doivent faire comme études, c'est bien de faire des études scientifiques, parce que ça permet de comprendre l'IA, même si on n'en fait pas dans la vie de tous les jours. Et c'est bien aussi de mettre l'accent sur la capacité à apprendre, les relations interpersonnelles, la collaboration avec les autres, parce que ça, c'est des choses qui sont très humaines et qui vont rester. Mais on entend parfois certains experts dire ne faites plus d'études de médecine, ne faites plus de sciences, ça ne sert plus à rien. Vous dites non ? Ah, moi non, je pense que c'est toujours très important d'apprendre. On va pouvoir, de même qu'aujourd'hui avec tout ce qui est Internet, on peut aller chercher des informations, mais pour savoir quel type d'information chercher, pour avoir l'esprit critique qui permet de dire est-ce que c'est une vraie information ou une fausse information, il faut avoir appris. Et puis après, il faut aussi apprendre à travailler dans un univers qui change avec l'intelligence artificielle et peut-être demain autre chose. Et ça, on l'apprend aussi à l'école. Donc il faut faire des études. Absolument.